Dans la commune de Mongwalu, dans la province de l'Ituri, l'heure est à la reprise des activités économiques et commerciales. Cette réouverture des activités est consécutive au déploiement des FARDC pour traquer les forces négatives. Et à l'international, au Burkina Faso, le Conseil de ministres a examiné un projet de loi qui vise à modifier la loi du 26 juin 2015 portant cause minier, une loi ayant pour objectif introduire les dispositions permettant d'affecter une partie des ressources financières destinées au fonds minier de développement local. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons par cette info. Le Premier ministre Samalou Koundé a reçu une délégation de Meta conduite par sa directrice de politique publique pour l'Afrique, Balkissa Idesido, avec à ses côtés Tis Kazad, responsable des politiques publiques en Afrique francophone. Cette délégation séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale. Meta s'est dit prêt à contribuer à la transformation numérique de la RDC. Fiston Oleko au commentaire. Plusieurs le savent, c'est la multinationale des droits américains qui compte à son sein plusieurs plateformes, entre autres Facebook, WhatsApp, Instagram. Auprès du Premier ministre Samalou Koundé, cette délégation est venue exprimer la volonté de Meta à contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo à travers le renforcement des capacités et les investissements pour améliorer la connectivité Internet et le développement des métavers. Pour Balkissa Idesido, qui est directrice des affaires publiques pour l'Afrique subsaharienne, Meta tient à sécuriser les plateformes pendant des périodes décisives et la délégation s'est dit ravie d'apporter cette contribution responsable par le dialogue constructif en RDC avec les différents acteurs clés du processus électoral dont la CENI, les autorités gouvernementales et les organisations de la société civile. Signalant par ailleurs que Meta travaille ensemble avec les différents acteurs de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à Internet et assurer une utilisation sûre et responsable de ces plateformes numériques conformément à la mission de Meta, mission qui consiste à donner à chaque personne le pouvoir de construire une communauté et de rapprocher le monde. Cette volonté exprimée d'accompagner la RDC dans le processus de la transformation numérique intervient quelques jours après que le pays, dans sa volonté de concrétiser cette mutation, venait de se doter d'un code numérique qui est un assemblage de textes qui régule le secteur du numérique en RDC. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience jeudi 20 avril 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo, M. Alexei Santebov. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la partie est de la République. À l'issue de cette rencontre, le diplomate russe a promis l'appui du pays de Vladimir Poutine pour l'éradication des groupes armés dont les M23. L'ambassadeur russe le confirme dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinalé. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupé de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ces parties du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire.
Et dans la chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont adopté ce jeudi 20 avril le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par les 384 votants sans aucune abstention. C'est Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et ancien ministre de la Défense, qui a présenté l'économie de ce projet de loi. Suivez. Adopté d'abord par le Conseil des ministres lors de sa 89e réunion en mars dernier, le projet d'ordonnance-loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo a été adopté cette fois par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une structure des citoyens congolais réservistes qui vient en soutien et en appui au FARDC. La présentation de ce projet de loi a été faite au Parlement par l'ancien ministre de la Défense et actuel ministre de la Recherche scientifique et nouvelles technologies, Gilbert Kabanda. À en croire ses explications, lorsqu'un pays est agressé, il ne compte pas que sur ses militaires actifs. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je viens de présenter le projet de loi sur la réserve de la défense nationale. Et avant cela, permettez-moi, honorable président, honorable membre de l'Assemblée nationale, vous dire que l'objet de ce projet est un objet qui découle de principes les plus universels dans la gestion des armées. Il n'existe pas une seule armée au monde aujourd'hui qui n'a pas de réservistes. Le gouvernement, en adoptant ce projet de loi, indique qu'il y a nécessité d'assurer la protection de la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République, ainsi que la défense des intérêts supérieurs de la nation. Pour Gilbert Kabanda, toute armée qui se veut respectueuse doit avoir à son sein un corps de réservistes pouvant venir en appui à l'armée, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Vous suivez ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et dans beaucoup d'autres pays, même pays africains. Lorsqu'un pays est agressé, il ne compte pas que sur les militaires d'actifs. En fait, une armée sans réserve est comme une voiture qui entreprend un trajet long sur autoroute sans pneus de rechange. Dans les prochains jours, ce projet de loi sur la réserve armée de la défense nationale sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. La gouverneure de la province du Mai-Ndombe, Madame Rita Bola, a été reçue jeudi 20 avril par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde. Les échanges ont tourné autour de la situation d'insécurité qui persiste dans le territoire de Kwamut, dans quelques villages au Mai-Ndombe. Le patron de l'Intérieur a quant à lui réitéré sa détermination à faire en sorte que les affrontements entre les communautés locales n'existent plus dans cette partie du pays. Maris Boleli au commentaire. Les échanges ont tourné autour des situations d'insécurité qui persistent encore dans quelques villages à Kwamut, dans la province du Mai-Ndombe. Le patron de l'Intérieur a quant à lui réitéré sa détermination à faire en sorte que les affrontements entre les communautés locales n'existent plus dans cette partie du pays. Nous avons été accueillis premièrement le matin par le VPM de la Défense et maintenant on est venu ici, on a été reçu par le VPM intérieur pour la question qui concerne notre province, qui est la province du Mai-Ndombe. Nous avions déploré qu'il y avait encore quelques petites restrictions ou des désordres quelque part dans quelques villages. Et il nous a promis de rétablir la paix, qu'il y avait déjà une mission qui était en train de partir. Et après cette mission-là, il y aura un forum qui va réunir toutes les parties afin de décanter la situation. Il s'y est de signaler que Mme Rita Bola était accompagnée par quelques notables de la province du Mai-Ndombe. Les évêques membres de la conférence épiscopale nationale Sainte-Côme
ont exprimé leur volonté d'accompagner le nouveau patron de la Défense nationale, notamment en ce qui concerne la sécurisation des frontières congolaises. C'était au sortir de leur échange avec Jean-Pierre Bemba ce jeudi 20 avril 2023 au cabinet du ministre situé dans la commune de la Gombe. À l'occasion, ces prélats catholiques ont également exigé la diminution des trains de vie des institutions en vue de consacrer plus de moyens à l'armée. Les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo sont très préoccupés par la situation du pays. Ils ont sorti un message il y a quelques mois et à travers celui-ci, l'armée occupe une importante place. Dans le cadre de ses fonctions, le président de la CENCO est venu rencontrer le ministre de la Défense pour l'écouter et pour savoir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour sécuriser davantage le pays. Les attentes des évêques à l'endroit des gouvernants se trouvent dans ces messages-là. Les évêques ont souhaité que l'armée soit modernisée, soit renforcée également. Mais aussi, c'était l'occasion pour le président de la CENCO d'exprimer le soutien moral de la CENCO par rapport au travail confié au ministre, a déclaré le porte-parole de l'organisation catholique, M. Donatien Cholet. Pour la restauration de la paix dans l'est du pays, les évêques de la CENCO restent formels. La loyauté, la détermination à défendre le pays, les évêques, dans leur message, ont invité aussi à la coopération diplomatique, au dialogue, mais aussi, ils ont dit qu'on ne peut pas dialoguer à genoux, auquel il faut tenir compte, notamment l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. On est dans cette direction-là et l'armée a un grand rôle à jouer, a poursuivi le porte-parole. Pour sa part, Jean-Pierre Bemba a rassuré ses interlocuteurs de sa responsabilité et de sa détermination à tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes de la population, conformément aux missions lui confiées par le gouvernement. Dans la partie est de la RDC, après le déploiement des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont à la poursuite des miliciens Codeco et Zaïre, la population de la commune rurale de Mongwalou et ses environs vaque normalement à ses occupations. Les boutiques ont ouvert leurs portes et d'autres activités commerciales ont été relancées. Suivez. La vie a repris son cours normal au centre de la commune rurale de Mongwalou, Sayou et ses environs en territoire de Djougou après une tentative des miliciens de la Codeco d'envahir cette agglomération commerciale. Actuellement, la situation maîtrisée par les forces armées, c'est ce qui justifie la reprise des activités socio-économiques et autres, confirme Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de Mongwalou. Depuis lors, les activités tournaient presque au ralenti. Il y avait eu déplacement massif des populations. Mais nous avons observé depuis le mardi 18 avril, les activités ont repris. Le marchage central qui n'avait pas ouvert depuis presque 3 jours a ouvert. Les boutiques ont ouvert aussi. Les taxis motos circulent. Tout est revenu à la normale. L'incident de Panduru, Kadawasi de l'autre côté vers Sayo. L'armée a travaillé d'une façon professionnelle. Nous avons une armée professionnelle. Et en tout cas, ils ont maîtrisé la situation. Tout est revenu à la normale. Les miliciens sont pourchassés loin de la commune de Mongwalou. Le déploiement de FARDC dans cette région est salué par la population locale. Au premier lieu, nous remercions le gouvernement provincial et le gouverneur militaire par rapport au renfort envoyé dans notre entité de Djougou. Car c'est vrai que la population n'avait plus confiance. Et grâce à ces déploiements des militaires, cela a permis de mettre la population en confiance. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Du côté de la société civile de Mongwalou, l'air a sonné pour les groupes armés d'adhérer au processus. Je demande à toutes les milices, que ce soit autodéfense ou Codeco, de remettre les armes afin de favoriser la paix. Pour le moment, le FARDC sous le commandement du général Boni Matiti est à la poursuite de l'ennemi. Question de nettoyer et stabiliser la zone en vue de relancer l'économie locale. Cheval de bataille du lieutenant général Lubuyanka Choma Johnny qui imprime fidèlement la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 14 avril 2016, 14 avril 2023, l'Académie diplomatique congolaise a soufflé sur sa 17e bougie depuis sa création. Cette grande structure de formation diplomatique placée sous l'autorité directe du ministre des Affaires étrangères a fait du chemin. Il est passé sur le plateau de Géopolis Télévision dans l'émission Chemin critique. C'est l'ambassadeur Boyoko Baelo Debré, directeur général de cette structure,
mesure qui confirme la poursuite des activités de l'Académie diplomatique congolaise malgré les difficultés du moment, sont à la baisse du portefeuille partenaire avant de donner les différentes conditions pour y accéder. La suite dans cet extrait choisi par Rachel Misenga. Un grand merci parce que à l'initiative de M. le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Christophe Lutondo Lapala Penapala, il a pris l'initiative de convoquer la 12e conférence diplomatique 11 années après. La 11e conférence diplomatique. Et c'était l'occasion pour lever des options et prendre des mesures importantes, des recommandations. Et je pourrais dire qu'après la tenue de la 12e conférence diplomatique, le ministre des Affaires étrangères a donné un temps fort à demander à chacun, donc des directeurs chefs des services, de pouvoir mettre en œuvre les recommandations issues de la 12e conférence diplomatique. Et il me confiera aussitôt cette charge de pouvoir relancer les activités de cette académie, d'où le premier travail que nous avions fait à l'académie diplomatique était de faire un état des lieux. Premièrement, l'académie, c'est pour les officiels des affaires étrangères, principalement pour ceux qui sont impliqués dans les relations extérieures du pays. Donc pour cela, il faut une recommandation, un CV et puis tout ça. Et après, ils viennent, on leur répond et puis ils viennent commencer. D'ailleurs, pour les privés, on ne demande pas des CV ni des recommandations. C'est question seulement avec l'institution qui envoie le nom, qui disent voilà, quelles sont les conditions. Et puis on trouve un terrain d'entente. La ministre du Genre, Famille et Enfants, son Excellence Mireille Massangou Bibi Mouloko, a échangé ce jeudi avec le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo. Comme les autres agences des systèmes des Nations Unies en RDC, Damien Mama a présenté à son Excellence la situation du partenariat entre le ministère du Genre et le PNUD. Il était également question d'avoir les orientations de la ministre du tutelle. Suivez ce fonctionnaire national extrait après choisi par Fiston Oleko. Je suis venu voir Madame la ministre pour non seulement lui présenter mes civilités, mais aussi profiter pour la féliciter pour la confiance que le Premier ministre et le chef de l'État ont eu en elle, en lui confiant ce ministère qui est très important pour nous parce qu'il concerne, et ça concerne l'agenda de la femme, le genre, et l'inclusion des femmes dans la société et dans le processus de développement, quelque chose qui tient beaucoup à cœur au PNUD. J'ai profité aussi pour faire le point avec son Excellence du partenariat entre le PNUD et le ministère du genre. Vous savez, nous sommes sur plusieurs chantiers. Et je lui ai fait le point de notre collaboration. J'ai reçu aussi ses orientations sur les ambitions qu'elle a pour le ministère. Et nous avons pu nous accorder sur certaines priorités qui incluent par exemple l'actualisation de la politique genre du gouvernement de la RDC pour s'assurer qu'on renforce la participation des femmes au processus de développement en améliorant leur représentativité et en adaptant aussi les processus de travail de telle sorte qu'on puisse mieux tirer profit des compétences et capacités des femmes au service du développement. Nous avons aussi parlé de la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles. Vous savez, Son Excellence, le Premier ministre a signé récemment un décret pour instituer les centres intégrés de services multisectoriels, qui est une affirmation de l'ambition de la RDC de s'assurer qu'on fasse les investissements nécessaires pour la prise en charge effective des femmes qui sont victimes des violences basées sur le genre. Et l'idée, c'est de voir comment porter à l'échelle cette ambition. Jean-Marc Châtaignier va quitter ses fonctions à Kinshasa pour le Cameroun et Guinée équatoriale où il est nommé ambassadeur et chef de délégation.
européenne. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier sera remplacé par Nicolas Berlanga Martinez, qui sera désormais ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Patience Lokeke et Enoch Issei. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, va quitter ses fonctions à Kinshasa pour rejoindre un autre poste en Afrique, toujours, cette fois-ci au Cameroun et en Guinée, où il est nommé ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale, fonction qu'il occupera à partir du mois de septembre. À son poste, Jean-Marc Le Châtaignier sera remplacé par Nicolas Berlanga Martinez, qui occupe actuellement le poste de coordonnateur pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et conseiller en migration auprès du directeur général du service européen pour l'action extérieure pour l'Afrique. Son actif est apprécié dans les hautes sphères du pouvoir en République démocratique du Congo pour son sens de la diplomatie et son engagement particulier dans le secteur de la défense et de l'environnement. En sport, l'Association des dirigeants de football congolais était reçue par le ministre de Sport François Kaboulou ce jeudi 20 avril au Stade des Martyrs. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir la mise en place du calendrier du championnat national par la Ligue nationale de football. Blessé de Kouzola aux commentaires. Une petite défaillance technique, nous y reviendrons dans la prochaine édition. Mais une info qui est tombée dans la soirée, le comité de gestion de la Ligue nationale de football a publié ce vendredi dans la soirée le calendrier de la Vodacom Ligue 1 phase aller qui débutera le 5 mai prochain et ira jusqu'au 28 juin de l'année en cours. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Faisons place à la page internationale. Au Cameroun, le gouvernement a lancé depuis le 12 avril 2023 la phase 1 de couverture santé universelle. Ce projet dont le gouvernement a opté pour une mise en place progressive vise à réduire d'ici 7 ans le taux de paiement direct des ménages dans les dépenses totales de santé. Garantir des soins de santé de qualité à toutes les populations camerounaises, tel est l'objectif de la couverture santé universelle, dont la première phase a été lancée le 20 avril 2023. Selon les autorités camerounaises, cette première phase va toucher près de 6 millions de personnes et s'articule autour d'un panier de soins couvrant les aspects préventifs, promotionnels et curatifs, avec pour cible les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les dialysés et les personnes vivant avec le VIH-Sida, la tuberculose, l'onchocercose et l'insuffisance rénale. Je pense qu'avec le lancement de cette phase 1, nous devons nous attendre à une amélioration de l'offre de soins, à un accès beaucoup plus amélioré également aux soins, parce que vous savez très bien qu'il y a une frange de notre population qui avant n'accédait pas aux soins simplement parce qu'il y avait des barrières financières. Eh bien avec ce que nous avons commencé et les populations cibles aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à ces soins sans toutefois payer directement ces soins-là parce qu'il y a un mécanisme de tiers payant. La mise en œuvre de cette première phase de la couverture santé universelle cible principalement les hôpitaux de district, les centres médicaux d'arrondissement et de santé de 4e, 5e et 6e catégorie de 5 des 10 régions du pays. Les besoins de financement sont estimés à 95 milliards de francs CFA,
47 milliards de francs CFA, soit 49,5 proviendront des fonds de l'État du Cameroun et 48 milliards de francs CFA, soit 50,3% proviendront des partenaires techniques et financiers du pays. Nous voulons simplement demander à tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle. Si nous jouons pleinement nos rôles, les populations en ce qui concerne la demande de soins, les acteurs en ce qui concerne l'offre de soins et l'administration et les partenaires en ce qui concerne le financement de ces soins-là, si chacun joue son rôle, je pense qu'on pourrait facilement aller rapidement dans le cadre de cette couverture santé universelle. Avec la mise en œuvre de la couverture santé universelle, les soins annuels d'hémodialyse passent de 720 000 francs CFA à 15 000 francs CFA pour tous les malades enrôlés. Cependant, une loi doit être encore promulguée pour fixer entre autres les montants de cotisation, le plafonnement des services et désigner la structure qui sera en charge de la collecte des fonds. D'après le gouvernement camerounais, près de 9000 personnes à travers le territoire national ont déjà souscrit à la couverture santé universelle auprès des centres d'enrôlement des formations sanitaires agréées ou à travers la plateforme Camer Health Coverage. C'était un reportage réalisé par nos confrères d'Africa 24. Quittons le Cameroun pour le Burkina Faso où les mines représentent un peu plus de 16% du PIB et 14,3% des recettes de l'État. Le mercredi 19 avril dernier, le Conseil des mines a examiné un projet de loi visant à modifier la loi du 26 juin 2015 portant code minier. Objectif, introduire des dispositions permettant d'affecter une partie des ressources financières destinées au fonds minier de développement local pour soutenir le fonds de soutien patriotique. Le document sera désormais transmis à l'Assemblée législative de transition pour examen et vote. La technique a ses caprices. Ce journal touche déjà à sa fin, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Dans la commune de Mongwalu, dans la province de l'Ituri, l'heure est à la reprise des activités économiques et commerciales. Cette réouverture des activités est consécutive au déploiement des FRDC pour traquer les forces négatives. Et à l'international, au Burkina Faso, le Conseil de ministres a examiné un projet de loi qui vise à modifier la loi du 26 juin 2015 portant code minier. Une loi ayant pour objectif introduire les dispositions permettant d'affecter une partie des ressources financières destinées aux fonds miniers de développement local. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous.